Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Burkina Faso veut avancer sans pour autant oublier son passé. Les assises nationales censées redonner un nouveau souffle à la transition se sont achevées ce week-end. Au même moment, le pays commémorait le 35e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Le pouvoir appartient au peuple et le chef de l'État est respectueux des institutions. Les Russes sont là dans le cadre d'une coopération. Voilà quelques-unes des déclarations de Félix Moloa, Premier ministre centrafricain, dans un entretien accordé à VO Afrique, extrait dans ce journal. La Tunisie est en colère. Des manifestants s'en sont pris aux policiers à Tunis pour dénoncer les politiques du président Kais Saïed. Beaucoup l'accusent notamment d'être à l'origine de la grave situation économique et de ses multiples retombées dans le pays. Et voilà pour le sommaire. Allons tout de suite à Ouagadougou, au Burkina Faso, où la fin de la semaine dernière et le week-end ont été marqués par deux événements majeurs. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir le 30 septembre lors d'un putsch, a été désigné président de la transition par les assises nationales vendredi. Aussitôt, le lendemain, il a assisté à une cérémonie marquant le 35e anniversaire de l'assassinat du président révolutionnaire Thomas Sankara. On fait le point de tout cela avec Yacouba Ouedraogo. C'est son premier événement majeur en tant que président confirmé d'une transition de 21 mois par des assises nationales. Entrée militaire et béret rouge, comme depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré a pris part à la cérémonie de commémoration du 35e anniversaire de l'assassinat de l'ex-président révolutionnaire Thomas Sankara. Le capitaine Traoré a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Thomas Sankara, érigée en 2019 sur le site où il a été assassiné le 15 octobre 1987 et où un mémorial a été créé. Il a ensuite reçu, aux côtés de 11 autres récipiendaires, un trophée symbolisant le passage du flambeau de la Révolution à la jeunesse. En venant prendre le flambeau cet après-midi, le jour de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est un très grand défi qu'il lance à lui-même. Pas aux autres, pas aux jeunes, c'est à lui-même. Et s'il arrive à galvaniser l'énergie positive de cette jeunesse qui est sortie, le favoriser le coup d'État, il a une chance de réaliser 10, 15, 20, 50% de Sankara. Pour nous, c'est un engagement, c'est un signe fort au sommet de l'État, à travers le capitaine Ibrahim Traoré, que la transition devrait pouvoir se mener dans les aspirations du président Thomas Sankara, c'est-à-dire rester en phase avec les aspirations du peuple. À 34 ans, le capitaine Traoré a le même âge qu'avait le capitaine Sankara lors de sa prise de pouvoir en 1983, également lors d'un coup d'État. Le nouvel homme fort du Burkina Faso n'a pas pris la parole, mais ses admirateurs veulent le voir marcher dans les pas de Thomas Sankara et ne tarissent pas d'éléments de comparaison. Ibrahim Traoré, en tant que jeune, comme Sankara, dynamique, il a fait ses preuves sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans le bureau pour faire ses discours. Il a été sur le terrain avec ses camarades, avec ses hommes, et il a fait preuve de bravoure. Sankara, c'était la parole donnée, c'était les actes concrets, c'était le réalisme, c'était le pragmatisme, et au-dessus de tout ça, l'intégrité. Depuis 2016, le Burkina Faso est en proie à des attaques djihadistes et l'incapacité à juguler la crise sécuritaire a suscité 2 coups d'État ces 8 derniers mois. Le capitaine Ibrahim Traoré porte désormais les espoirs de sécurité des populations et la tâche s'annonce lourde. Le même 15 octobre, 3 soldats et 8 supplétifs civils de l'armée ont été tués lors d'une attaque djihadiste présumée dans le nord du Burkina. On reste au Burkina Faso. Outre la sécurité, le pays fait également face à une situation sociopolitique qui reste une préoccupation au-delà même des frontières du pays. Ici aux États-Unis, dans l'État du Maryland, la diaspora burkinabé fonde l'espoir sur les nouvelles autorités pour que le pays retrouve enfin sa stabilité. Le président du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur de la région de Washington s'est exprimé sur cette question et sur bien d'autres. Suivons un extrait de cet entretien réalisé par Thierry Kaoré.
Et nous voulons vraiment que l'initiative et ce qui les a animés soit vraiment de cœur et ne pas réellement aussi tromper le peuple comme ce qui s'était passé auparavant, mais beaucoup plus réellement que nous puissions les supporter, que l'objectif visé, oui, c'est un homme de terrain et il a toujours continué à dire qu'il veut vraiment aussi être sur le terrain. Oui, nous voulons le supporter et donner aussi carrément que la vision, c'est la paix, la vision, c'est la sécurité et nous voulons vraiment aussi l'aide de l'extérieur, mais nous devons même travailler en tant que nous, Burkinabés, pour cette paix et également aussi l'aide extérieure. Et l'aide extérieure, pour que je dise l'aide extérieure, c'est dans le côté moyen financier et également peut-être du matériel. Savoir le faire, je ne pense pas qu'on a besoin qu'on nous dicte comment pouvoir retrouver la paix, mais appuyez-nous vraiment là où ça se manque, surtout les moyens financiers et également aussi le matériel, et laissez-nous réellement entre fils et filles pour que nous puissions réellement voir comment on peut peut-être bouter cette histoire de terrorisme, l'insécurité hors de Burkina, en dehors même de nos frontières et de l'Afrique même de façon générale. Mais je pense que pour aussi ajouter, donner l'opportunité à la jeunesse de pouvoir servir. C'est notre temps. La jeunesse a besoin vraiment réellement pour pouvoir venir à bord et donner aussi leur expérience parce que c'est leur moment. Que nos parents, ceux qui sont plus âgés que nous, puissent aussi quand même dire que vous savez, nous avons fait pour nous. Laissons la jeunesse, avec les conseils, on en a besoin de vos conseils, mais laissez-nous aussi quand même venir pour prendre les choses en main. Et je pense que réellement, nous sommes sur une voie réellement pour sortir de cette crise. Non pas sortir de cette crise, mais aussi quand même donner l'opportunité pour un développement futur et meilleur pour le Burkina. Et pourquoi pas l'Afrique de façon générale, c'est le souhait le plus ardent. On vous l'annonçait en titre, le Premier ministre de la République centrafricaine est à Washington, D.C. C'est dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Lors de son passage dans la capitale américaine, Félix Moloa a été reçu au département d'État américain où il a fait le point sur la situation politique dans son pays. Le chef du gouvernement centrafricain a également fait escale dans le bureau de Washington, D.C., où il s'est entretenu avec Marius Muhunga. Dans l'extrait que vous allez suivre, Félix Moloa évoque notamment la coopération entre la RCA et la Russie d'une part, et avec les institutions financières internationales de l'autre. Suivant. Nous avons été accueillis donc au département d'État, où on a fait le tour donc des questions politiques. Et nous a donné l'occasion de remercier les États-Unis qui contribuent énormément depuis le plus fort moment de la crise dans les actions humanitaires. Nous avons eu aussi en bilatéral avec le président directeur général du Fonds saoudien, avec qui nous avons fait de la situation le tour donc des projets dans le pipeline. Et ils ont beaucoup apprécié les réformes que nous sommes en train de mener sous la direction du président de la République de l'État, professeur Fossa Ankache Touadéra. Alors, votre pays sort d'une longue guerre. Où en êtes-vous aujourd'hui avec les efforts de la pacification du pays? D'abord, c'est l'occasion de remercier la communauté internationale. Aussi, l'appui des alliés, avec la MINUSCA. Il faut se dire que nous travaillons pour sécuriser le pays. Et aujourd'hui, nous sommes environ plus de 80%, le territoire est sous contrôle. Bon, s'il y a quelques zones, c'est question de grand banditisme. Quelle est la mission des instructeurs russes dans votre pays? Bon, les instructeurs russes sont venus, d'abord, sont passés par les Nations Unies, le Conseil de sécurité. Ça a été, ils sont là pour encadrer nos FACA. Ils sont là pour nous aider à avoir les équipements pour protéger le pays. Est-ce que c'est pour ça que la garde rapprochée du président de la République est faite par les Russes? Il n'y a pas que les Russes là-bas. Il y a les FACA, il y a les Rwandais, il y a les Russes. C'est tout un mélange. Donc, on ne peut pas seulement faire un focus sur les Russes. De toutes les manières, c'est dans un cadre de coopération. Qu'est-ce que votre pays donne en retour? Non. Donner en retour, la question pourrait être posée pour les autres. Pourquoi ne poser que pour les Russes?
Ça peut poser, on a eu des coopérations. Vous devez donner quelque chose en retour. Non, qu'est-ce que vous donnez? Dans le cadre d'une coopération. On a eu, depuis fort longtemps, la coopération avec la France. Pourquoi la question n'est pas posée dans ce sens? On a eu la coopération avec la Russie. La Russie, on a eu la coopération avec le Rwanda. Apparemment, c'est des questions géopolitiques. On ne va pas se lancer là. Aujourd'hui, ce que nous gagnons, nous avons la paix, la sécurité. Je vous remercie. Parlons à présent de politique en Guinée équatoriale où 2 candidats affronteront le 20 novembre le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo lors de la présidentielle. Outre Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale, il y aura Andrés Essono Ondo, candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit, et Buenaventura Montsue Asumu, candidat du parti de la coalition social-démocrate, jusqu'alors allié au parti au pouvoir dans les scrutins législatifs et municipaux. L'actuel président va briguer un 6e mandat après plus de 43 ans à la tête du pays. Il a été réélu en 2016 avec plus de 93,7% des suffrages. Et en Ouganda, le président Yoweri Museveni a lui ordonné le confinement de 2 districts à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola en cours avec interdiction de déplacement, couvre-feu et fermeture des lieux accueillant du public. Selon le ministère de la Santé, la fièvre hémorragique a causé la mort d'au moins 19 personnes et 58 cas ont été confirmés dans le pays depuis le signalement du premier malade le 20 septembre. Les autorités affirment que les cas sont concentrés dans les districts centraux de Mubende et Kassanda et que l'épidémie n'a pas atteint Kampala, la capitale de 1,5 million d'habitants, malgré les tests positifs au virus d'un couple. Et on en vient à la Tunisie. Des centaines de Tunisiens ont scandé à bas le coup d'État et le peuple veut faire tomber le régime. C'était lors d'une manifestation dans la capitale Tunis, dénonçant les politiques du président Kais Saïd, qu'ils accusent d'être responsables de la grave crise économique dans le pays. Les précisions avec Dili Diko. Les manifestants, menés par le Front de Salut National, une coalition de partis d'opposition dont fait partie la formation d'inspiration islamiste Ennahda, ont traversé les artères principales de la capitale tunisienne, appelant au départ du président. Cette manifestation vise à exprimer une fois de plus notre rejet des mesures politiques annoncées par Kais Saïd et des prochaines élections qui ne feront que renforcer la tyrannie et la dictature dans le pays. La Tunisie est actuellement dans une grave crise politique depuis le coup de force du président Saïd qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Aujourd'hui, nous sommes tous venus pour dire à bas le coup d'État. Kais Saïd, que nous avons élu avec 72,3% des voix, s'est retourné contre nous et n'a pas réalisé les acquis de la révolution. Au contraire, il a attaqué la révolution et a désigné des personnes qui ont commis des crimes contre la révolution, ses martyrs et ses blessés. Il a nié nos droits. Le pays fait également face à une situation économique délicate. La dette est supérieure à 100% du PIB et la Tunisie est incapable d'emprunter sur les marchés internationaux. Cette crise financière s'est traduite par des pénuries récurrentes de produits de base, farine, sucre, café, dans un contexte d'inflation croissante. Les manifestants dénoncent donc à la fois la dégradation des conditions de vie et la monopolisation du pouvoir par le président Saïd. Je suis venu pour défendre la démocratie dans notre pays. Je suis ici contre le coup d'État pour faire savoir que je suis contre ce qui se passe en Tunisie. Parce que tout a été touché en Tunisie, tout a disparu en Tunisie, toutes les institutions ont été abolies. C'est incroyable. La Tunisie est dirigée par une seule personne. C'est inadmissible. Environ 1500 personnes ont pris part à la manifestation organisée par le Front de Salut National. Parallèlement, une autre manifestation contre la vie chère, organisée par le Parti Destouriens Libres, PDL, une formation d'opposition anti-islamiste, s'est tenue à Tunis. Elle a rassemblé près de 1000 personnes selon le ministère de l'Intérieur tunisien.
Un autre président qui fait l'actualité, c'est le président Xi Jinping qui a donné dimanche à Pékin le coup d'envoi du 20e congrès du Parti communiste chinois avec un discours pour défendre son bilan des 5 dernières années et tracer les priorités à venir de son pays. Xi Jinping, 69 ans, a souligné la construction d'un pays socialiste moderne. Il a demandé au parti de s'unir derrière lui. L'union fait la force et la victoire requiert l'unité, a-t-il lancé. La Chine a privilégié la population et les vies humaines dans la lutte contre le coronavirus, a assuré Xi Jinping en réponse aux critiques sur sa politique stricte de zéro Covid qui pèse lourdement sur l'économie. Xi Jinping a salué ce qu'il qualifie de transition du chaos à la gouvernance à Hong Kong, secouée en 2019 par d'importantes manifestations pro-démocratie. Le président chinois a aussi évoqué d'autres sujets importants allant de la lutte contre la corruption au climat en passant par ce qu'il a qualifié de mentalité de guerre froide dans les relations internationales, claire allusion aux États-Unis dont il n'a pas fait mention explicite. Et vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient, c'est dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Depuis que les drones sont devenus abordables, ils ont été largement utilisés dans de nombreuses industries, y compris l'agriculture. Faiza El Masri de la VOA a visité une ferme familiale à Fredericksburg, en Virginie, pour s'entretenir avec les propriétaires sur les changements dans l'industrie agricole au fil des années et comment l'intégration des drones a contribué à rendre leurs fermes plus efficientes. Je suis Thomas Robertson et ma femme c'est Anita Robertson. Le nom de notre ferme est Botanical Bite and Provision. Nous avons commencé cette ferme avant de quitter l'armée et c'est devenu une industrie en pleine croissance pour nous. Nous avions investi du temps et de l'énergie pour suivre des cours d'agriculteurs débutants, donc nous savions à quoi nous étions confrontés, nous avions noué des liens avec d'autres agriculteurs. Et désormais, nous utilisons les drones dans notre établissement. L'utilisation du drone a débuté il y a environ 5 ans, lorsque les prix sont devenus raisonnables et abordables pour le grand public. Nous sommes très conservateurs, du moins je le suis, dans mes dépenses. Lui, pas tellement. Les garçons aiment avoir leurs jouets. Et vous savez, une fois qu'il m'a convaincu que c'était quelque chose utile, qui avait une valeur, j'ai en quelque sorte embarqué. Les drones peuvent nous montrer qu'il peut y avoir un problème dans une zone spécifique. Alors maintenant, nous n'avons plus besoin de sortir et de faire tout le tour des champs. Nous pouvons sortir et nous attaquer à cette zone. Il utilise le drone pour examiner si nos cultures meurent dans une certaine zone, ce qui signifie généralement que la conduite d'eau a été mâchée par une marmotte ou un autre rongeur. Et il s'y rendra et pourra rapidement la remplacer avant que toute la rangée de cultures ne meure.
J'ai grandi dans une ferme et c'était une ferme d'environ 12 hectares dans le comté d'Amherst en Virginie. Et après mes 17 ans, j'ai décidé que je n'allais plus jamais travailler à la ferme. Et j'ai rejoint l'armée pensant que ce serait la dernière fois que je verrais une ferme. Il se trouve que je suis une agricultrice de 4e génération. Je peux remonter jusqu'aux années 1800. Mon arrière-grand-père, qui vivait à proximité du lac Anna, était agriculteur. Je pense que les drones et autres technologies n'enlèvent rien au côté humain de l'agriculture. Je pense que ça ajoute à cela, parce que cela libère votre temps, votre travail pour faire plus et mieux sur votre ferme. On leur parle certainement de drones à l'école, en tout cas au Tchad. Le nomadisme est un mode de vie peu compatible avec le système éducatif national où moins d'1% des garçons nomades et pratiquement 0% des filles nomades étaient inscrits en 2018 à l'école, selon l'ONG danoise IWGIA. Environ 7% de la population tchadienne, sur un total de 16 millions d'habitants, sont des nomades. Ils se déplacent avec leurs troupeaux au gré des saisons de pluie, ce qui rend la scolarisation des enfants très difficile. Mais un enseignant bénévole a décidé qu'il était temps de résoudre ce problème. Il a fondé une école mobile. Les détails dans ce reportage est relaté par Dili Diko. Dans cette salle improvisée, faite de troncs d'arbres et de branches recouvertes de toile, des dizaines d'enfants sont assis, serrés les uns contre les autres sur une natte. Ils regardent leur professeur noter à la craie des additions sur un tableau noir. Pour ces enfants tchadiens, il s'agit d'un moment privilégié car les communautés nomades ont rarement accès à l'éducation. L'idée de créer cette école-là m'est venue depuis novembre 2019. Tout est parti de quand j'étais de passage tout près de là, autour de 7h, 8h. J'ai vu les enfants ici en train de jouer sous les arbres en grand nombre aux heures de cours. Donc, j'ai été touché par l'image parce que généralement, à ces heures-là, les enfants sont dans les salles de classe. Cet enseignant bénévole de 28 ans raconte que lorsqu'il a décidé de se lancer dans ce projet d'école atypique, il n'avait même pas de craie pour écrire. 3 ans plus tard, son école compte 69 élèves et dispose de fournitures scolaires de base obtenues grâce aux dons. Aucun d'entre eux n'avait mis pied à l'école auparavant avant qu'on y vienne ici. Et aujourd'hui, voir que des enfants peuvent déjà correctement écrire leur nom, s'exprimer en français, effectuer des opérations en mathématiques, c'est très important et c'est significatif en termes de progrès. Et je rappelle aussi que la rentrée prochaine, la première vague, commence déjà avec le cours élémentaire de deuxième année, c'est-à-dire le CE2. Donc c'est là les signes du progrès. Voilà. L'enseignant a également reçu une éducation à la vie de nomade. Il a appris à conserver l'eau avec plus de soin, à vivre d'un régime riche en lait, à monter puis démonter rapidement la petite école mobile et à suivre la communauté lorsqu'elle se déplace environ tous les 2 mois. Nous sommes ravis de voir nos enfants apprendre et de constater les progrès qu'ils font à l'école. Autrefois, nous, nomades, ne connaissions pas l'importance de la scolarisation. Mais aujourd'hui, nous commençons à comprendre son importance pour notre communauté et pour notre pays. Une fois leurs leçons terminées, les enfants participent au rangement de la petite classe. Ils déplacent le tableau pour le mettre sous un arbre afin de le protéger de la pluie qui a auparavant inondé certaines parties de leur camp. Les graves inondations saisonnières font partie des nombreux défis auxquels est confronté le Tchad. Une difficulté de plus pour ces écoliers nomades. Et on va rester à l'école. Par le biais du programme de sensibilisation à l'éducation des filles, un groupe de partenaires régionaux et mondiaux du secteur privé apporte leurs ressources de sensibilisation et de communication pour plaider en faveur de l'éducation des filles dans 3 pays, le Kenya, le Zimbabwe et le Ghana. Des détails avec Blanche Sano. Au
Kenya, des partenaires du secteur privé comme Ecobank, Avanti Communication et Rotary collaborent avec le ministère de l'Éducation, la société civile et les jeunes leaders pour amplifier les messages positifs sur l'éducation des filles. L'objectif de ce programme consiste à faire changer les normes et les comportements qui empêchent les filles d'aller à l'école. Grâce à cette campagne, nous cherchons à atteindre principalement 2 grands objectifs. Le premier consiste à supprimer les obstacles à l'accès des filles à l'éducation. Nous avons environ 52 millions de filles en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'éducation. Le deuxième grand objectif, c'est que nous essayons de mettre en contact nos experts avec ces jeunes femmes afin d'établir un large réseau. Pour la Journée internationale des filles dans l'éthique 2022, les acteurs du secteur privé ont offert une série de programmes pour encourager les filles à embrasser des carrières techniques et scientifiques en soutien à l'une des priorités déclarées du ministère de l'Éducation pour la formation des filles. Je pense que l'éducation des filles est certainement importante dans la société, car une fille ou élève éduquée devient une femme éduquée, ce qui conduit à son tour à une société saine, une propriété familiale saine. Cela aide aussi à réduire les pratiques culturelles néfastes et à les éradiquer, par exemple les mutilations génitales féminines. La campagne de sensibilisation à l'éducation des filles au Kenya s'est déroulée avec une série de vidéos promues via les médias sociaux et dans les écoles, atteignant plus de 125 000 utilisateurs sur plusieurs plateformes. Ma vie aurait été très différente si je n'avais pas été éduquée. Aujourd'hui, je me prends en charge et je suis capable de prendre des décisions pour moi-même. Et par extension, je suis capable d'inspirer d'autres jeunes filles à avoir confiance en l'éducation. Donc à toute jeune fille qui songe à abandonner, qui doute des fruits de ses efforts en matière d'éducation, je voudrais dire que l'avenir est brillant quand on est instruit. Grâce à leur vaste réseau de bénévoles, les membres du Rotary au Kenya ont mené des campagnes en faveur des jeunes filles et garçons dans les écoles sur l'hygiène menstruelle et l'assainissement afin de contribuer à une participation saine à l'école. Et on attend bien sûr toutes ces filles à l'université. Un peu de mousse avant de clore ce journal et ils en avaient plein le visage. Les étudiants de l'université de Saint-André en Écosse ont cette année encore, comme de coutume, organisé leur combat de mousse baptisé Raising Monday. La scène s'est déroulée sur une des pelouses de l'université. Le Raising Weekend est une tradition lors de laquelle les élèves plus âgés adoptent les élèves de première année comme leurs enfants et pour les guider et les encadrer. Les nouveaux étudiants s'habillent en costumes flamboyants, reçoivent des objets étranges avec une inscription latine traditionnelle avant d'être relâchés sur la pelouse de l'université pour un énorme combat de mousse. Ben Armer, étudiant, dit avoir du plaisir et de se faire donc de nouveaux amis. Une amitié célébrée, on a envie de dire, à travers ces jets de mousse dans le visage. Si vous pouvez, de façon générale, les programmes de ce week-end dit de folie. Le programme de ce week-end dit de folie donc comprend, entre autres activités, beaucoup de chasse au trésor et se termine par une bataille de mousse, bien sûr. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.